Il n'échappe pas. Seul Dieu le peut. Oui, c'est moi qui n'ai pas le droit à il y en a qui dit. Ça va. Bonjour. C'est l'avantage d'avoir deux auteurs. Ah, c'est vrai. Bon, j'ai peu voir. Comment ça va bien? C'est bon. En gros. Ah, je vous connais, vous. Figure top, ça va bien. Je crois qu'on vous connaît. On est des amis de 30 ans. Absolument. Oui, ça te rappelle dans les Oui. Chirac et Oui, c'est ça. pour nous, les baladures. Ils ont y arrivé. Non, c'est bien. Oui, non, mais c'est. Il a vécu tellement avec Francine dans ces années. Donc il a lui parler. Alors, Vous l'espérez. En tout cas, on donne envie aux gens de faire autrement. Regardez un peu là. elle est à Montpellier. C'est vrai? Vous faites Bonnement, je parle souvent. Oui, j'imaginais bien ça. Voilà. Et ben, moi aussi. Donc, enchanté, c'est la première fois. Je suis ravi. Alors, moi, je suis passé avec le Spartan il y a longtemps, c'était en 2014. Oui. Avec le Il y a le Phoenix. Ah oui, oui, à l'Institut. Voilà. Toi, non, c'est pas un non. J'y suis resté un jour. Ça, c'est quoi ça? Quelques jours après, je suis chez lui, sur Capron, et de faire un tour avec À l'ouest. Sud-ouest. Non, vous êtes parti à l'ouest, non? Non. On a fait un tour là, on a pas se projeter, Ah ouais, ouais. on n'a pas trop bouger, puis non, c'est voilà, on va aller sur place faire. Et également, merci beaucoup. Vous avez réussi à faire. Bon, si vous voulez bien, on va commencer. Ça fera arrêter la pluie. D'abord, merci à vous toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Et je voudrais au passage remercier, en notre nom à tous les deux, la librairie des temps modernes, évidemment, qui est une librairie
extrêmement connu, et puis remercier Lasla aussi de sa participation à cette petite manifestation. Donc voilà. Alors ce que je vous propose, ce que nous vous proposons, c'est dans un premier temps, compte tenu d'un certain nombre de particularités de notre ouvrage, c'est que chacun d'entre nous se présente un peu, vous dire qui on est, ce qu'on bricole, etc. Honneur à Haussmann. Merci. Bonjour à tous. Je vais essayer de me présenter rapidement. Alors, je suis Haussmann Chagrou, je suis constantinois. Alors, les Constantinois, on a des particularités, on est beau, intelligent, absolument, et surtout modeste. Encore plus. Et donc, je suis né en 1981, tout comme Britney Spears, le 2 décembre. Donc, déjà pour mettre un petit peu mes références littéraires en avant. Mon parcours est... j'ai commencé par faire des études de droit, et puis j'ai enchaîné par la suite par une licence en français, un magistère en sciences des textes littéraires, et je termine actuellement un doctorat consacré aux écrivains journalistes algériens. J'ai travaillé en tant qu'enseignant. J'ai été enseignant à l'Institut français de Constantine. J'ai été enseignant universitaire à l'École normale sup. J'ai travaillé dans quelques journaux. J'ai fait des piges, un petit peu de chroniques de chiens écrasés. Et actuellement, j'habite à Rodez depuis 3 ans. Et je suis prof de FLE, de français langue étrangère. Et je travaille aussi en tant que bénévole dans une petite association. Voilà. Alors, bon, moi je suis, comme Haussmann, né à Constantine. Donc beau, intelligent et modeste. Voilà. J'ai dû naître un tout petit peu après Haussmann, c'est ça? Oui. Un peu. Bon. Alors moi, pas grand chose à dire. Comme Haussmann, j'ai fait des études de droit, où je me suis ennuyé beaucoup, mais l'avantage des études de droit, c'est qu'on peut faire plein de choses à côté. Donc c'était pas mal. Et puis très vite, tout jeune d'ailleurs, à l'âge de 14 ans, j'ai été attiré par les activités culturelles, notamment le théâtre et la photographie. Bon. Depuis, j'ai continué, donc j'ai une partie de ma vie, alors je porte cette douloureuse charge d'être un fils d'enseignant. Et quand on est fils d'enseignant, c'est pas rien. Parce que quand on dit à son père et à sa mère que je voudrais bien rentrer à l'école de théâtre, on nous répond non mais ça va pas, non la tête, on ne gagne pas sa vie en faisant du théâtre. Alors, donc c'est pour ça que j'ai fait des études de droit. Mais donc j'ai très vite été attiré par les activités artistiques et culturelles, et notamment le théâtre, puis après la photo. Et donc depuis, j'ai eu une double carrière, une dans l'administration territoriale, notamment à Orléans, et puis l'autre, photo, écriture, théâtre, etc. Donc j'ai publié un certain nombre de livres, et j'essaie de continuer à faire de la photo et à écrire, même si par les temps qui passent, c'est pas facile. Quand je dis que c'est pas facile, on se bute à des problèmes avec les éditeurs qui sont pas tristes non plus. Donc voilà, un peu qui je suis. Et donc, je suis revenu vivre et habiter à Orléans, que j'avais quitté pendant 13 ans. Donc voilà. Un cocher, 2 cochers. C'est ce que je dois faire. Absolument. Et puis t'enchaînes la 3 là. Alors on avait noté,
Bon, maintenant que les présentations sont faites, on va, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de découvrir un petit peu cette histoire-là, mais on va globalement vous parler de l'idée générale de ce livre-là, qui, dans les librairies, est classé parmi les livres historiques. Armand n'est pas très d'accord. Moi, je ne sais pas trop ce que ça signifie, mais nous n'avons pas voulu que ce soit un livre historique, parce que l'idée de ce livre-là, c'était beaucoup plus de raconter le destin de ces deux femmes-là, qui se croisent à un moment donné de l'histoire et qui, quelque part, la subissent. Et bien entendu, il y a beaucoup d'événements historiques que vous allez rencontrer dans ce livre-là, mais nous n'avons pas voulu pointer le doigt sur ces événements-là, et nous avons voulu nous consacrer beaucoup plus au destin de ces deux femmes-là. Alors, quand je parle de ces deux femmes-là, il s'agit de deux personnages féminins. Le personnage de Fatma, je voudrais dire que pour le personnage de Fatma, moi personnellement, je m'étais inspiré de l'histoire de ma grand-mère maternelle. Geneviève et Armand, à ce moment-là aussi, s'est inspiré de ma grand-mère maternelle, qui était constantinoise, et de ma mère, donc les deux mélangés comme ça, ma mère constantinoise aussi, les deux mélangés, voilà, ça a donné le personnage de Geneviève. Et ces deux femmes-là, donc Fatma et Geneviève, se rencontrent dans les années 50, alors que Fatma venait d'arriver. Alors Fatma, elle est constantinoise, mais elle n'est pas née à Constantine. Elle est née dans la région constantinoise, plus précisément à Al-Kholoub, et c'est à quelques encablures de Constantine. Suite aux événements du 20 août 55, elle est obligée de quitter le petit douar où elle habite pour venir à Constantine. C'est à ce moment-là qu'elle commence à chercher du travail, parce qu'elle est veuve, et elle doit s'occuper de ses 4 enfants. Et en cherchant du travail, elle commence très vite à travailler à la fois chez une famille de résistants algériens, de moudjahidines algériens, et en même temps chez une famille, chez l'épouse d'un inspecteur de police français. Et j'ai l'impression, enfin, c'est ça son drame, ou c'est la beauté de l'histoire, parce que elle se lie à la fois d'amitié avec la fille d'un résistant et avec l'épouse du commissaire de police, la fameuse Geneviève, que Fatma appelle Genève. C'est vrai que c'est difficile. La première fois que Carmen m'a dit « Tiens, Osman, j'ai le nom du personnage », il m'a dit « Je vais l'appeler Geneviève ». Tu sais, mais pour moi qui suis arabophone, c'est difficile, Geneviève. Je dis, mais Geneviève, je le répète 3-4 fois, c'était difficile. Et je me mets à la place de ma grand-mère et j'essaie de dire Geneviève, et je me dis, mais c'est pas possible. Et là me vient l'idée, tiens, elle l'appellera Genève. Et c'est comme ça que, peut-être que le premier titre du livre, c'était de Fatma à Genève, qui était, je trouve, encore beaucoup plus poétique que Les Amis de Constantine, même si j'aime beaucoup Constantine, mais je préfère... De Fatma à Genève, moi aussi. C'est quand ça coupé pour l'éditeur, parce qu'il ne faut pas que l'éditeur voit ça. Voilà, donc c'est la rencontre entre ces deux femmes-là, et on suit leur parcours. Parce qu'au départ, chacune raconte son histoire, et puis il y a un certain moment où elles se rencontrent, elles font un petit chemin ensemble et se séparent encore par la suite. Tu voulais ajouter ? Non, pour préciser pour Genève, effectivement, parce que ça me paraît important. Genève, donc elle est née à Constantine, de parents constantinois. Dis Genève, hein. De parents d'une classe sociale basse. Hein, la mère de Genève, c'est comme beaucoup de femmes à l'époque, c'est à peine lire
lire et écrire. Son père, lui, à ce moment-là, au moment de l'histoire, il est comptable dans une entreprise, Caterpillar à Constantine. Et il est chef comptable parce que il a réussi à avoir ce travail-là parce qu'il avait fait la guerre de 14 et sur le chemin des dames, il a reçu un éclat d'obus qui lui a abîmé le bras gauche. Et Geneviève, donc, elle va vivre là à Constantine. Alors, pour ceux, s'il y en a, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui connaissent Constantine, il y a la rue Bienfait. La rue Bienfait, c'est une des rues qui est dans le centre-ville, rue qui descend un petit peu comme ça. Et à cette époque-là, la rue Bienfait, alors c'est au centre-ville, mais c'est un mélange de populations et d'origines différentes. Il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui des Algériens, on disait des Arabes à l'époque, il y a des Juifs, il y a des Italiens, il y a des Corses, il y a des Français, bon. Et dans cette rue-là, c'est un milieu essentiellement de petits artisans et de petits commerçants, à part la brasserie Wolf qui est un peu plus loin. Voilà. Et Geneviève, donc, elle va passer sa jeunesse là et se faire des amis. Et des amis qui sont aussi bien Isabelle, machin, etc., que Maïssa, Fatma, Zahra, elles sont ensemble. Et puis un jour, là on retrouve des faits culturels communs des deux côtés de la mer. Geneviève s'était mis dans la tête qu'elle voulait devenir enseignante. Bon, c'était important pour elle. Mais voilà que son papa a fait la connaissance d'un type vachement bien qui est commissaire de police et que donc pour sa fille ça serait quand même bien. Et ça va se terminer par un mariage arrangé. Et donc Geneviève, elle va se retrouver devenir la femme du commissaire de police. Bon, ça ne marchera pas longtemps entre eux, évidemment. Et il va y avoir toute son histoire à elle qui va lui revenir. Et c'est comme ça que, dans ce contexte-là, que Fatma et Genève vont donc se rencontrer et devenir très très liées. Voilà. Parce qu'elles sont chacune l'une et l'autre complètement différentes, mais il y a des données purement humaines qui vont rejoindre ces deux personnes-là. Et notamment qu'elles sont chacune à sa façon, un petit peu, je n'aime même pas de guillemets parce que l'époque actuelle nous y ramène, elles sont des victimes humaines de l'histoire avec un grand H. Hein, ça c'est extrêmement important. Donc, voilà. Pour continuer, puisqu'il y a quand même quelques moments intéressants dans cette rencontre-là, c'est qu'une fois que Fatma va commencer à travailler chez l'inspecteur de police, Genève va faire en sorte d'essayer de lui faciliter la vie. Et faciliter la vie à ce moment-là, c'était en demandant à son mari de faire un laissez-passer pour Fatma, de telle sorte qu'elle ne soit pas dérangée, fouillée par les militaires. Ce laissez-passer va être découvert par les résistants qui vont se dire on a l'occasion de faire passer un tas de choses, dont le couffin de Fatma. C'est à partir de ce moment-là que Fatma se transforme en porteuse de couffin. Porteuse de couffin qui travaille chez l'inspecteur de police et qui ramène ce fameux couffin, plein de je ne sais quoi, dans la maison de l'inspecteur de police. Et il se trouve qu'à un moment donné, Geneviève, voulant chercher du café, tombe sur le couffin et qu'elle retrouve dedans des grenades et des munitions. Et que faire à ce moment-là? Dénoncer Fatma, dire à Antoine, finalement cette femme qu'on fait travailler chez nous, c'est une félaga. Ou alors la protéger parce que quelque part elle se dit mais
cette femme-là ne sait pas ce qu'elle fait, elle est embarquée dans une histoire, mais et elle la protège, et elle ne la dénonce pas. Elle essaye, cela dit, de lui expliquer certaines choses, notamment quand elle la retrouve en train de confectionner des drapeaux algériens. Parce que finalement Geneviève et Fatma s'étaient promis de partager certaines choses. Donc Geneviève était intéressée par les plats constantinois, par les pâtisseries. Et Fatma de son côté voulait apprendre à faire de la couture, voulait apprendre aussi à tricoter. Et une fois qu'elle a appris à tricoter, et comme elle était un petit peu utilisée par le FLN, donc elle commence à confectionner dans la maison de l'inspecteur de police des drapeaux algériens. Et Geneviève qui tombe encore sur ça, donc non seulement le couffin, mais en plus le drapeau, mais elle essaie de lui expliquer les choses. Et à un certain moment, Fatma dit que, en racontant, elle dit que s'il n'y avait pas eu Geneviève et s'il n'y avait pas eu la petite machine Singer, il n'y aurait pas eu suffisamment de drapeaux pour manifester en 61. Et c'est finalement grâce à Geneviève qu'on a pu confectionner autant de drapeaux. Donc on a quelques événements comme ça qui participent à consolider l'amitié entre ces deux femmes-là et qui rendent leur relation particulière. Voilà. À toi. Je ne sais pas ce que je vais rajouter là-dessus. Sauf que quand même, moi ça m'a importé, du fait de mes origines aussi, de rétablir un peu un certain nombre de choses dans les relations, alors je vais dire algérien-algérienne, hein, bon, algérien-algérienne, arabe comme on disait à l'époque, et notamment pied noir. Parce qu'elle n'était pas si caricaturale que l'histoire des deux côtés a bien voulu le montrer, et que entre des gens de cultures différentes, de langues différentes, alors sauf que Genève, donc, qui est en fait en grande partie liée à l'histoire de ma mère, Genève, c'était le cas de ma mère d'ailleurs, parlait et lisait couramment l'arabe littéraire qu'elle avait appris, et l'arabe parlé par tout le monde, que ses copines et ses copains lui avaient appris. Et ce rapport d'amitié entre ces deux femmes va au-delà de l'histoire telle qu'on a bien voulu l'écrire des deux côtés, et j'insiste toujours là-dessus, des deux côtés, on en parle peu de ce type de relation. Comme on parle peu après de la façon dont un bon nombre de pieds noirs ont été reçus en France au moment de l'indépendance. Ça aussi, on n'en parle pas, mais c'est une réalité. Je suis aussi bien placé, ma famille aussi, pour en parler. Donc voilà un petit peu le contexte comme ça. Hein. Alors peut-être qu'on serait intéressant de dire comment on a... Je coche. Ouais. Suivant. Alors, maintenant, peut-être ce qui serait intéressant, c'est comment on a travaillé pour concevoir ce livre-là, puisque c'est un roman à 4 mains. Ouf. Alors, le projet date de 2016, 2017 2017, je crois. 2017. Alors, dans la famille, on avait cette histoire-là. Moi, quand j'étais petit, on me disait, tu sais, ta grand-mère avait travaillé chez un inspecteur de police et en même temps, elle travaillait chez une famille de résistants. C'est extraordinaire, ça ferait un excellent film. Quand j'aurais les moyens, j'écrirais ça. Et en 2017, j'ai cru avoir les moyens. Et donc, je suis allé voir Armand parce que je me disais, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que je n'ai jamais écrit de roman. Je m'étais essayé à la nouvelle. J'aime bien la nouvelle, je la préfère au roman. Et
le deuxième problème, c'est que j'avais le personnage de Fatma, mais il me fallait l'autre personnage. Je ne me sentais pas capable de faire le roman. Il y a de la fainéantise derrière, je sais, mais je voulais surtout que dans ce roman, qu'il y ait la parole de l'autre, en fait. Ce que moi, en tant qu'Algérien, je ne pourrais pas dire. Je ne pourrais pas dire peut-être parce que je n'ai pas cette culture-là et que je n'ai pas non plus le vécu et la charge très émotionnelle qu'il y a derrière. Et donc, j'étais enseignant à l'école normale supérieure à l'époque et j'avais demandé à la même époque à Armand de s'occuper d'un petit atelier de théâtre. Et donc je suis allé le voir pour lui dire, mais tiens, voilà l'histoire. Est-ce que ça te tente? Donc il a noté, il m'a dit, ouais, c'est génial, on peut faire ça, on peut faire ça. Et il a commencé à écrire. Il a terminé en 6-7 mois, quelque chose comme ça. Ouais, 6 mois, ouais. Et voilà. Parce que moi, de mon côté, 6 mois, j'avais écrit 2 pages. Et alors, j'avais commencé à lire ce que Armand avait produit. Et je me disais, ok, il a commencé à écrire, il est dans les années 50, ok, je vais faire la même chose. Et je n'y parvenais pas, je n'arrivais pas à produire 3 pages. Donc j'arrêtais. Donc j'ai arrêté 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, presque 6 ans. Avant de reprendre, parce que je m'étais rendu compte que je voulais copier l'écriture d'Armand. Je n'avais pas encore saisi qu'il fallait que j'adopte un angle de vue différent. Et je me souviens que dans une de tes interventions à Constantine, tu avais dit l'écriture, c'est avant toute chose une cassure qui intervient à un certain moment. Peut-être si on commence à écrire, c'est que peut-être on raconte une figure qui date de l'enfance ou une cassure. Pour moi, la cassure, elle a été physique, puisque c'est en allant jouer au foot un soir, je tape contre quelqu'un et je me casse la cheville et je me brise une côte. Mon épouse était coincée en France parce qu'il y avait la Covid. Et donc à ce moment-là, on va chez sa maman. Donc je prends mes 3 enfants et je vais chez Rabea. Donc je m'installe chez ma mère. Et chez ma mère, il y avait ma grand-mère. Et on se retrouve dans la même chambre. Et ma grand-mère qui a 91 ans. Elle était à côté de moi, je suis là. Et on commence à discuter, à parler. On échange. Et je l'enregistre 1, 2 fois, j'essaie de lui parler, elle me raconte les choses. Et je me dis, mais c'est bien ça. J'enregistre, et je mets de côté. Je n'ai pas fait beaucoup d'enregistrements, je pense en avoir fait 3 ou 4. Et je me dis, ça c'est bien, peut-être que ça va me permettre d'avancer dans ce projet. Quelques mois après, je pars en France. Et je m'installe en Corrèze, puis à Rhodes. À Rhodes, c'était octobre. Il y avait la grisaille qui commençait à arriver, la pluie, le froid. Et j'ai cette chape de plomb qui tombe comme ça. Et là, je me dis, ok, je vais me réfugier dans l'écriture. Et c'est là que je commence à écrire. Et l'angle de vue, je l'avais trouvé à ce moment-là. Je ne vais pas raconter l'histoire de Fatma dans les années 50. Je raconte l'histoire de Fatma à partir du moment où on s'est croisés, elle et moi, dans la chambre. Et le début de cette histoire-là, d'ailleurs le livre commence sur cette scène-là. On était ensemble. Et Fatma a envie de faire pipi.
elle a son déambulateur, et moi j'étais fracassé comme pas possible. Je parvenais même pas. Alors le temps que j'aille récupérer mes béquilles, elle avait déjà démarré en tremble. Donc elle va, moi aussi j'avais une envie pressante, donc on fait la course. Qui arrive le premier aux toilettes? Et donc elle démarre, je la vois plus, j'essaie de la suivre, et je sors, et je la vois au bout du couloir. Et il y a cette scène-là, c'était la scène qui m'avait permis de vraiment commencer à écrire. Les gouttelettes sur le sol se prolongeaient jusqu'au bout du couloir où elle se tenait immobile. À ses pieds, une imposante flaque jaunâtre dans laquelle baignaient ses pantoufles, les roues de son déambulateur et une brique de Lego rouge. Sous sa chemise de nuit, de l'urine suintait encore le long de ses jambes, en direction de ses chevilles boursouflées. Elle était à peine à 1 petit mètre des toilettes. Elle y était presque. J'écris ça. C'est à partir de ce moment-là, je me dis, ok, si je peux dire ça de ma grand-mère, ça veut dire que je peux vraiment me lancer dans l'écriture. Et là, j'avais vraiment repéré le point de départ qui pouvait me permettre de terminer mon histoire, ma partie enfin. Et ça m'a pris à partir de là 3 mois. Moi, je voudrais rajouter un truc à ce que tu viens de dire, c'est parce que d'abord c'est rare de trouver un travail à 4 mains, c'est pas courant, mais ce que j'ai apprécié dans la démarche d'écriture d'Haussmann et à la fin, c'est que justement on voit très bien qu'il y a 2 cultures. Il y a une culture que je vais qualifier un peu d'orientale, grossièrement et rapidement, mais qui est ce truc qui n'est pas forcément, il n'y a pas forcément une chronologie dans le temps. Ça va, ça vient, ça va pas, ça revient, là, on est là. Bon. Et ça, on ne peut pas le gommer, ça fait partie de la culture de ces pays-là. Bon. Moi, effectivement, de mon côté, c'était pas ça. D'abord, j'ai mis beaucoup de temps avant d'oser écrire, parce que comme je le disais, fils d'enseignant, on ne rigole pas avec l'écriture. Hein. En plus de ça, à la maison, il y avait quasiment un temple. C'était une immense bibliothèque de mes parents. Ça a été une des chances de ma vie. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai eu celle-là. C'est d'avoir accès à la bibliothèque et d'avoir des gens qui sont, donc en l'occurrence mes parents, capables de m'expliquer ce que je disais que je ne comprenais pas. Et depuis, pour moi, le livre, c'est un truc sacré. On ne souligne pas une phrase, on ne plie pas une page, on ne rigole pas avec ça. Alors moi de mon côté, mon écriture, bon, elle a mis du temps à émerger. Moi aussi, j'ai commencé par des nouvelles. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est d'autres qui l'ont dit pour moi. Ma façon d'écrire, elle est associée notamment à l'image photographique. Donc il y a une espèce de condensé comme ça, et au théâtre, de mise en espace, de mise en scène. Et j'ai trouvé extrêmement, quand tout a été fini, quand les 2 côtés ont été terminés, j'ai trouvé extrêmement intéressant que ces 2 façons d'écrire, de raconter, soient dans le même livre, et que ça finisse par faire une sorte de tissage. Il n'y en a pas une qui est supérieure à l'autre, elles sont différentes, mais elles fonctionnent ensemble. Et ça, pour moi, ça a été un grand plaisir, une grande joie à l'arrivée. Alors, pour aller plus loin dans ce que tu disais par rapport à cette manière de sauter d'un sujet à un autre, je m'explique. Par exemple, moi, en discutant avec des amis, on commence à discuter, on parle du match d'hier, et je ne sais pas comment, on parlera tout de suite après de la fête de l'Eid, et on ne sait pas comment on est passé du foot à l'Eid, et pour revenir sur ce qui va se passer la semaine prochaine, ou la Coupe du Monde qui va se dérouler au Maroc. Et ça, donc j'ai pas voulu le gommer parce que ça m'intéressait. Et je trouvais que, oui,
si je voulais raconter l'histoire de Fatma, il fallait que ça soit imprégné de ce genre de comportement ou de manière de dire les choses, de raconter les choses. Parce que c'est vrai que quand on lit la partie d'Armand, on sent que c'est vraiment linéaire, que ça suit une certaine logique, alors que Fatma, ça va dans tous les sens. Et ça s'explique aussi par le fait que Fatma soit atteinte d'Alzheimer, et que quand elle raconte, elle peut raconter un événement passé, puis me parler de ce qu'on a mangé hier, et puis du film qu'elle veut voir, et ça va dans tous les sens. Et j'ai gardé ça, d'autant plus que quand je réécoutais les enregistrements, j'ai trouvé que c'était sensationnel, parce que je me retrouvais avec ma voix qui posait des questions, les réponses de Fatma, et la télé, ou la radio. Et c'est formidable tout ça, parce que quand c'est Fatma qui vous dit « Mais tu sais mon fils, ben, je travaillais avec les Moudjahidines » et qu'à la télé tu as Lénore. Alors comment marier Lénore, la lessive Lénore, ou alors une publicité pour PMU avec ce que dit Fatma, je me dis c'est génial en fait tout ça. Et j'ai essayé de combiner tout ça. J'ai pas mis de filtre en fait. Quand j'ai commencé à écrire, j'ai tout exploité. Les bruits des oiseaux, le bruit de la machine à laver, les klaxons, la télé, la radio, tout ça. Wikipédia, tiens. Parce que quand Fatma me dit « Mais tu sais mon fils, moi j'écoutais Cheikh Raymond avant. » Et je me dis « Mais quel est le réflexe de quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire de Cheikh Raymond ?» Ben, c'est de chercher sur Internet. Et qu'est-ce qu'on trouve en premier? C'est Wikipédia. Et je fais ça. C'est-à-dire que quand elle me dit « Mais tu sais, j'écoutais Cheikh Raymond. » Hop, moi je cherche Cheikh Raymond. Et je prends tel quel la présentation de Cheikh Raymond qu'on retrouve sur Wikipédia. Boum, et je l'intègre. Je veux dire que pour moi, ce livre, c'était ça. Ça devait aller dans tous les sens, un petit peu à la manière de l'histoire de Fatma et de sa manière de raconter les choses. Oui. Tu es d'accord? Absolument. Donc, on lit quelques pages. Oui. Ah ben, je vais rester sur ça, c'est cette histoire de télé. Alors c'est Fatma qui parle, comme je vous ai dit, Fatma, elle habitait ce qu'on appelle Soma, c'est près de Constantine. Et Soma, il y avait un monument romain. On sait que c'était romain, en fait c'est numide. Et pendant longtemps, on a cru que c'était le tombeau de Massinissa. Constantine, on l'appelle encore le tombeau de Massinissa. Après, j'ai fait quelques recherches sur Internet. Et tiens, j'ai intégré ça aussi dans le livre. Wikipédia aussi. Je ne vais pas chercher loin. Et en fait, c'est pas vraiment le tombeau de Massinissa, puisqu'on dit que le véritable tombeau de Massinissa se trouverait en Tunisie. Et donc elle avait grandi près de ce tombeau de Massinissa, puisque son père était le gardien de ce tombeau. Et petite, elle voyait les Français venir visiter le tombeau de Massinissa et le idolâtrer carrément cet endroit-là. Et elle ne comprenait pas, parce que elle faisait ses besoins là-bas. Pour elle, c'était un tas de pierres, pas plus. C'est quand il faisait pipi derrière. Par contre, elle voyait les Européens venir visiter. Je parle beaucoup de pipi, non? Donc, et elle voyait les Français venir visiter cet endroit-là.
Et donc, plus tard, quand elle a dû quitter la Soma, le tombeau de Massinissa, elle a commencé à habiter Constantine, mais elle continuait à être nostalgique par rapport à Soma, comme on l'appelle. Et voilà ce qu'elle nous dit. Le soir de la Soma, on pouvait voir la grande ville et ses lumières, puisque de la Soma, on voyait Constantine. Je repense à notre maison, à son carrelage rouge. Nous avions un patio et 2 pièces, dont une assez grande où nous dormions. Il y avait des écuries que nous partagions avec mon oncle. Mon père avait une vache, 2 ou 3 chèvres, des poules aussi. Nous avions un chien, un âne, un éléphant. Voyons, Nana, vous n'aviez pas d'éléphant. Et là, l'intervention de la télé. Sur la plaine du Serengeti, un petit gnou vient de naître. Il va bientôt participer à la plus formidable migration animale. Chaque année, ils sont près d'1 demi-million à suivre leurs parents dans une épopée de 3000 km sur le continent africain. À la télé, la voix apaisante du narrateur nous plongeait dans la vie sauvage de la savane, dans le Serengeti. Les lions poursuivaient les gnous, les zèbres indifférents broutaient de l'herbe, les hippopotames se livraient à des combats de géants et les éléphants se rendaient à un point d'eau, laissant l'un des leurs s'égarer dans les méandres de l'imagination de Fatma et se retrouver un siècle plus tôt pensionnaire d'une écurie située dans une tente. Et c'est comme ça que j'ai essayé justement d'exploiter ce qui passait à la télé avec ce que racontait Fatma. Geneviève dit quoi Un truc par rapport à sa famille, parce qu'on est toujours dans ces choses-là. Donc Genève, parle là de sa mère. Ma mère suivit donc une brève scolarité à l'école primaire, puis aida sa mère dans les tâches ménagères, fit des commissions pour les amis de sa mère jusqu'à son mariage. Mon père, lui, est originaire de Corse, un petit village perché dans la montagne. La culture des oliviers ne suffisait plus à nourrir la famille. Suite à un différend familial au sujet d'un lopin de terre, donc vous voyez encore de côté de la mer les choses qui relient comme ça. Sauveur, c'était le prénom du grand-père, Sauveur, mon père, avait décidé de partir, de quitter la Corse et sa famille. Il avait son certificat d'études primaires et beaucoup d'ambition. Si lui non plus n'avait aucune idée de l'Algérie en arrivant, il fut tout d'abord très étonné de retrouver sur cette terre des paysages qui ne lui étaient pas inconnus. La Corse était-elle une partie de l'Algérie que de fortes tempêtes auraient fait dériver jusqu'à sa position actuelle? Déjà, j'arrête ici parce que cette interrogation, moi, quand je suis tombé sur ça, j'ai lu plusieurs fois et ça m'a énormément parlé. Cette interrogation par rapport au paysage qu'on peut trouver sur la Corse et surtout, est-ce que la Corse est une partie de l'Algérie qui aurait simplement dérivé? Et j'ai trouvé que pour moi, ça m'a énormément parlé et je trouve que c'est je sais pas comment l'interpréter, mais ça dresse vraiment un lien entre les deux côtés de la Méditerranée. Lien qui disparaît de plus en plus, mais pour moi, cette partie-là est très très importante. Et quand je l'ai lu, je l'ai lu avec beaucoup d'émotion. Alors, de mon côté, c'est vrai que Fatma, à la fin de la guerre, on n'avait pas jugé que c'était une moujahida. Il fallait qu'il y ait des témoins, qu'on vous signe un formulaire et qu'on atteste voilà, que vous faisiez partie de la résistance. Donc
Elle n'y parvient pas, ou du moins elle n'a pas cherché à le faire. Jusqu'au jour où, dans les années 70, elle va dans ce qu'on appelle Souq al-Fellah, les galeries marchandes. Parce qu'on dit, ben, on a ramené quelque chose, il y a un produit qu'on est en train de vendre. Des gens parlaient d'oranges, d'autres d'ail. Elle ne savait pas. Est-ce que c'était de l'ail ou bien des oranges? C'était des supermarchés de l'État. C'était exactement, c'est un supermarché étatique et puis Souq al-Fellah, ce qu'on appelait Souq al-Fellah. Et donc elle va pour acheter l'ail ou les oranges, elle ne savait pas. Elle fait la queue. Et à un certain moment, elle se rend compte qu'à côté, il y a une autre queue. Mais il n'y a que 2 personnes qui font la queue. Et par contre, de là, il y avait des dizaines de personnes. Et elle se dit, mais je vais aller de l'autre côté. Fatma, elle était fou folle. Et elle se met derrière les 2 bonhommes, là, elle attend. Et quand son tour arrive, le monsieur lui dit, mais votre carte, madame? Elle dit, mais quelle carte? Il dit, la carte des anciens combattants. Elle dit, mais je n'en ai pas. Elle dit, allez faire la queue avec les autres. Il dit, comment ça? Elle lui dit, ici on ne sert que les révolutionnaires, les gens qui ont fait la révolution. Il lui explique, mais j'ai fait la révolution moi. Elle lui dit, mais il faut la carte. Et il lui dit, mais écoutez madame, allez demander aux gens qui ont travaillé avec vous de vous signer le formulaire, emmenez-le à l'administration, signez-le, et revenez me voir pour les pommes. Parce qu'en fait c'était des pommes. Et là, réaction du petit-fils qui entend ça, je lui dis, mais Nenna, parce que nous à Constantine, grand-mère, on l'appelle Nenna. Je dis, mais Nenna, tu sais que les pommes, c'est le fruit du régime, avec un R majuscule. Elle me dit, mais moi, j'aimais pas le régime. Et je saute sur ce genre de choses. Et elle réussit finalement à trouver quelqu'un qui lui dit, ok, je vais t'aider. Et c'est un certain Béchir. Béchir, ce révolutionnaire de la dernière minute, il avait rejoint le maquis vers mars 62. Après m'avoir généreusement griffonné son nom sur le formulaire que je trimballais partout avec moi, m'avait dit que j'avais une sacrée chance. D'autres ne parvenaient même pas à trouver un seul signataire. Nulle personne pour témoigner d'une quelconque aide qu'ils auraient apportée aux combattants de la LN. Sans preuve, sans témoin, on pouvait passer pour des traîtres, au mieux pour des lâches. Je ne sais pas pourquoi Béchir s'est senti obligé de me donner des exemples. Huria, l'infirmière, n'a rien eu, Welou, 0 signature. Ibrahim, ton voisin, non plus, à la vénarde. Cet imposteur connaissait les histoires de tous les martyrs. Quelles armes ils avaient à la main quand ils sont tombés au champ d'honneur et les lieux où ils avaient été enterrés. Il connaissait également les anciens combattants, leurs compagnes, leurs enfants, leurs chiens, là où ils vivent et là où ils travaillent. Il passait son temps à interroger un tel sur la bataille de Ras el-Ain, tel autre sur l'assassinat du fils de Monsieur Gans, sur l'embuscade tendue aux parachutistes français par l'ALN en février 58 à Chataba sur les hauteurs de Constantine, ou sur l'arrestation de Hafiza. Il avait fini par connaître tout et de tout le monde. Il pouvait désormais s'inviter dans les histoires, les modifier et s'approprier tous les honneurs. La révolution, c'est moi, aurait-il pu proclamer sans que personne ne crie au scandale. Voilà comment certains fabriquent l'histoire chez nous. Alors là, on peut voir la première rencontre donc de Fatma et de Genève. La sonnette de la porte. Alors, Genève habite une villa dans un quartier de Constantine. Forcément, elle est la femme du commissaire de police. Alors, la femme encore pour quelque temps, parce que ça va mal se terminer entre deux. Mais donc, elle a un jardin, une fontaine avec une sculpture, plein de choses. La sonnette de la porte d'entrée se fait entendre. Sur le seuil se tient une jeune femme, intimidée, serrant ses mains contre sa poitrine. Elle porte une ample blouse en nylon, décorée de petites fleurs de toutes les couleurs. Ses cheveux sont cachés par un foulard qui est d'un bleu très pâle. Elle me regarde un peu,
craintive, un timide sourire illuminant son visage. Bonjour madame, c'est madame Sherifa. Elle m'a dit de venir. C'est toi madame Michaud? Moi c'est Fatma. Je lui ai fait visiter toute la maison, pièce après pièce. Elle se tenait près de moi, un peu en retrait, n'osant pas vraiment regarder et ne disant mot. Nous voici dans le salon. Il a fallu que j'insiste pour qu'elle prenne place dans le fauteuil de cuir en face de la table basse. Elle n'osait pas. Fatma, je vais dans la cuisine nous rapporter un peu de café et nous parlerons. Fatma baisse les yeux et ne dit rien. Quelques instants après, quand je reviens avec le plateau, je trouve Fatma debout devant la fenêtre, regardant dehors. À mon tour, je n'ose plus bouger, et le plateau à bout de bras, je la regarde. Brusquement, sentant ma présence, elle se retourne comme une gamine prise en faute. Madame, je regardais la petite fontaine là. Elle est belle, hein? Elle est belle. Fatma ne peut imaginer qu'elle vient de réussir avec succès son test d'admission. Ses qualités de femme de ménage deviennent complètement accessoires. Elle s'est laissée prendre par la petite sculpture, et ceci vaut plus que bien des paroles. Assises, l'une en face de l'autre, nous restons un moment silencieuses, notre tasse de café à la main. Alors Fatma, tu veux bien venir travailler chez moi? Comme sortant d'un rêve, elle regarde autour d'elle les meubles, les rideaux, les fenêtres, l'horloge, la table, le guéridon et le téléphone noir, les murs. C'est beau chez toi. Et la voici qui se lève et se dirige vers l'Algérienne à l'éventail. Alors l'Algérienne à l'éventail, c'est une peinture de la peinture orientaliste, si décriée parce que pas comprise, où on voit une jeune femme algérienne qui a un éventail. Je n'en reviens pas. Elle ne peut connaître ni cette peinture, ni ce peintre. Je me lève à mon tour et la rejoins lentement. Madame, c'est qui là? Tu la connais? Non, je ne la connais pas, mais tu vois sur cette peinture, la fille qui est là, elle ressemble à une de mes anciennes amies, Maïssa. C'est pour ça que j'ai acheté cette peinture. J'aime bien comme elle est là, hein, dans le rêve. C'est calme, il n'y a pas des cris, pas des hommes qui hurlent, pas des bombes, pas des couteaux, pas des mitraillettes, pas la guerre. Je lui prends la main et nous regardons. Que dire? Rien. Nous rejoignons nos places et prenons un autre café. Merci madame. Merci. Je suis bien ici. Hein. Si tu veux bien, je viens quand tu veux pour le ménage. La cuisine, les commissions, tout. Tout ce que tu veux, oui. Si je veux. Mais Fatma, c'est inespéré. La petite sculpture, la peinture. Ah, je suis sûr que nous avons beaucoup de choses à échanger. Nous sommes mises d'accord pour les jours, le salaire, toutes les choses matérielles. Elle me semble plus détendue et confiante. Alors que je la raccompagne, elle s'arrête à nouveau et m'entraîne vers la natura morta. Alors, c'est une peinture, c'est une nature morte donc, sur laquelle il y a un bol blanc à côté d'un autre objet, comme ça, d'un peintre italien. Oui. Et ça, madame, je ne sais pas si c'est beau comme l'autre peinture, là. Je ne sais pas ce que ça veut dire, hein. Mais le petit bol blanc, tu vois, chez ma mère, il y avait le même, comme ici, sur une petite table. C'était mon bol. Et des fois, ah, tu vas croire que je suis folle, mais il me parle. Moi aussi, Fatma, c'est mon bol. Et c'est lui qui est là, contre le mur. Il me parle aussi. Mais je ne comprends pas tout encore. Fatma a rajusté son foulard, tiré sur sa blouse, elle va rentrer chez elle. Fatma, avant que tu partes, quand on sera rien que toutes les deux, toutes seules, tu ne dis pas madame. Je m'appelle Geneviève, d'accord?
Oui, madame. Oui, Oui, Genève. Je ne peux m'empêcher d'éclater de rire. Genève. Les yeux sur le Mont Blanc, mes pieds dans le lac Léman, mes mains sur le jet d'eau, mon sceptre. Non, Fatma, pas Genève, Geneviève. Geneviève. Genève. Eh bien soit. Fatma, tu viens de me donner un nouveau prénom, un premier lien entre nous, Genève. Merci pour Constantine. Et Constantine, c'est la ville des ponts. Ça, c'est le dernier. C'est Salih Bey, c'est le dernier pont construit par les Brésiliens portugais, les Portugais. Bon. Mais il y a un autre pont que vous voyez justement ici, c'est le pont Sidi Msidi. Le pont suspendu Sidi Msidi. Ce pont-là, il relie les deux rochers de Constantine. Et Geneviève, elle habite de ce côté-ci. Ok. Elle habite, oui, dans la direction de l'hôpital. En allant en direction de l'hôpital, vous avez ce qu'on appelle le faubourg Lamine. Et ce pont, alors vous avez en bas le pont des Chutes, et c'est une photographie d'Armand. Vous avez le pont des Chutes, et en haut, vous avez le pont Sidi Msidi. Et c'est formidable ce que peut permettre la littérature. Je lis un petit peu quand je peux, et j'avais lu un auteur constantinois qui est décédé en 2018, qui s'appelle Hamid Ali Bouarseda, et qui a écrit un livre qui s'appelle 5 dans les yeux de Satan. 5 dans les yeux de Satan. Quand on dit ça en arabe, on dit Khamsa fi aynin shaitan. C'est quand la poisse, tu vois, le sort. Donc il a écrit un livre qui s'appelle 5 dans les yeux de Satan. Et dans ce recueil de nouvelles, il a écrit une nouvelle que je trouve formidable qui s'appelle Suicide à Sidi Msidi. Et cette histoire de suicide à Sidi Msidi raconte l'histoire d'une jeune fille qui est étudiante en médecine et qui traverse le pont. Et soudain, il y a un vent mauvais qui fait s'éparpiller ses feuilles. Elle était étudiante en médecine et elle était en même temps poétesse. Et là, elle voit tomber ses poèmes au fond du ravin. Et elle se dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais descendre chercher mes poèmes ou je vais rester là? Bon, d'un moment, elle prend son courage à deux mains et elle descend. Elle s'engouffre par là, tout près du pont des Chutes, et elle commence à ramasser ses feuilles, les unes après les autres. Un poème ici, un poème là. Et au bout d'un moment, elle entend qu'on travaille la roche. Elle s'avance, et soudain, elle voit un jeune homme en train de sculpter la roche. Elle s'approche et dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Et il lui dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites là? On ne voit pas beaucoup de femmes là. Il dit, mais moi je suis venu chercher mes poèmes. Et vous? Lui, il lui dit, mais moi je sculpte. Et il lui dit, mais vous sculptez quoi? Il lui dit, je sculpte les visages de tous ceux qui se suicident. À chaque fois qu'une personne se suicide, elle m'arrive triste, désemparée. Alors moi, je sculpte son visage et je lui donne des yeux pleins d'espoir, un sourire. Et regardez, mais c'est formidable ce que vous faites. Je sais. Il dit, mais pourquoi vous ne venez pas en haut avec nous pour montrer ce travail? Et là, le sculpteur lui répond, vous savez, d'habitude, je vois se jeter des humains. Alors maintenant que la poésie se suicide, c'est qu'il n'y a plus rien à faire là. Et je tombe sur cette phrase-là dans le livre. Alors, d'habitude, moi, quand j'arrive à ça, je juge qu'il y a émotion, je ferme le livre, je ne continue pas. Et je me dis, oh, mais c'est magnifique. Et ce personnage-là, on ne le connaît pas à Constantine. On a plein de mythes à Constantine, mais pas le mythe du sculpteur. Et je me dis,
tiens, si ce sculpteur-là apparaît dans un autre livre, ça veut dire qu'il a vraiment existé. Et je décide à ce moment-là, à un certain moment, de dire, il faudrait qu'on retrouve encore une fois le sculpteur dans ce livre-là. C'est alors qu'elle m'a raconté une histoire, un mythe que je ne connaissais pas. En bas, dans les gorges du Runel, vivait un sculpteur qui passait son temps à travailler le rocher. Il sculptait les visages de tous ceux qui, par désespoir, enjambaient le pont et se jetaient dans le vide. Il les voyait arriver depuis des années, depuis des siècles, désemparés, tristes. Il prenait alors ses outils et en sculptant, il dessinait sur les visages de larges sourires, des yeux pleins d'espoir. La nuit, on l'entend encore et encore, durant des heures, taper contre la roche avec son marteau et son burin, façonnant les plus beaux visages, les plus beaux sourires. Ce n'est qu'aux aurores, et pour de courts instants qu'il expose enfin ses œuvres, que les premiers rayons du soleil ne tardent pas à transformer en êtres de lumière. L'artiste regarde s'envoler les anges avant de plonger au fond du Runel. Ce spectacle, seuls les oiseaux en profitent. Je souriais, je n'avais plus peur du pont. Genève m'a regardé et pour conjurer le sort a dit « 5 dans les yeux de Satan ». Oui, Constantine, c'est une ville quand même pleine de mythes comme ça, d'où ces différents noms d'ailleurs. On parle de la ville des ponts, mais c'est aussi la Céleste, etc. Bon, et chose que je voulais rajouter, c'est que hélas, du haut du pont Sidi Msid, mais aussi du pont Sidi Rachel, aujourd'hui, il y a toujours des gens qui se suicident. 177. Pour des raisons diverses. Alors, le dernier texte, on va laisser la parole à nos amis. Je tenais à ça parce que ça aussi, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il ne faut pas le dire, parmi d'autres choses. Donc là, Geneviève est toute seule chez elle. J'allume une nouvelle cigarette et je partage ce qu'il reste de café dans notre tasse. Je regarde Fatma avec un petit sourire. Un sourire qui n'arrive pas à gommer le fond de tristesse et d'amertume. Fatma, merci de m'avoir fait partager ce secret. Et je sais que ce n'est pas facile. Fatma avait raconté à Genève comment la petite fille de Fatma s'était blessée un jour et un militaire qui était de garde là, un appelé, qui avait vu la gamine tomber, était allé vers elle, l'avait ramassée, il l'avait amenée en lui mettant du mercurochrome. Et après, il y avait eu des échanges entre Fatma et ce militaire. Albert. Fatma, moi aussi, je dois t'avouer quelque chose que personne ne sait, sauf Zorla, que je n'ai plus revu depuis. Ni elle ni moi n'avons eu la force de nous retrouver depuis ce jour où Fatma, tu le sais, j'ai 2 frères et je t'ai parlé d'eux, de ce qui nous relie et de tout ce qui nous sépare et encore plus aujourd'hui. Donc mes frères avaient plein de copains et parmi eux un certain Omar qui jouait au foot avec mes frères. Alors je fais juste une parenthèse, Omar, bon, c'est un prénom courant, mais pour moi il est important à titre tout à fait personnel. Quand mes parents étaient instituteurs en Petite Kabylie à Timongache, c'était une école de 3 classes et, quoi qu'en aient dit les historiens, j'étais le seul petit français à l'école. Bon. Et mes copains, donc c'est là que j'ai appris les gros mots, les insultes, tout ça. Moi je leur apprenais à jouer au foot et ils m'apprenaient les insultes. Mais mes copains et mes copines, parce qu'à l'époque, c'était pas, n'arrivaient pas à dire Armand. Alors ils m'appelaient Omar. Genève. Donc, oui, donc moi, c'est resté Omar comme ça. Bon. Donc, mes frères avaient plein de copains, et parmi eux, un certain Omar, qui jouait au foot avec mes frères. C'est en allant assister au match que j'ai fait sa connaissance. J'étais en dernière année au lycée, et je voulais plus tard devenir institutrice. Mes frères l'appelaient le rêveur.
ou l'intello, pour se moquer de lui, pour le chahuter. Et encore un truc de l'intello, ça. Tu peux pas nous parler d'autre chose que du dernier film que tu as vu ou du dernier livre que tu as lu? Ou, hé, le rêveur, tu es sur un terrain de foot, là. Alors tu fais la passe, ouais? Et pas sur l'écran du cinéma. Et ici, c'est pas du noir et blanc, hein? C'est en couleur, c'est vivant. Alors brouille-toi un peu, fais ça, fais ça. Après le match, personne n'avait vraiment envie de rentrer à la maison. Mes frères rejoignaient avec d'autres garçons un bistrot rue Saint-Jean, leur quartier général. Là, attablés autour de bières, d'anisettes et autres boissons, ils se racontaient leurs histoires. Le foot, les filles, ce qu'ils voulaient faire plus tard, les bons coups à ne pas rater. Libre pour quelques instants, Zohra, son frère Omar et moi, allions nous réfugier au fond d'un salon de l'hôtel Sirta, qui existe toujours. Hein. Tu viens de réouvrir ces portes. Ah, ça, c'est pas vrai. Ouais. Ah, depuis le temps. Non, parce qu'il était en travaux pour, à l'occasion de l'Algérie, capitale. Constantine, capitale de la culture. Ils l'ont mis en travaux là, donc il vient de finir. Ah, ben c'est tout bon. Comme quoi le temps. Hein. Bon. Libre pour quelques instants, Zola, son frère Omar et moi allions nous réfugier au fond d'un salon de l'hôtel Sirta. Mon père connaissait bien le responsable du bar, ils jouaient ensemble à la pétanque dans le boulodrome proche de l'avenue Bienfait. Cet employé connaissait aussi ma mère et donc savait qui j'étais, ce qui me permettait d'avoir une sorte de laisser-passer pour rentrer au salon de l'hôtel. Bien sûr, je lui avais demandé de rester discret sur mes petites escapades dans son établissement avec mes amis. Donc, Zola, Omar et moi, passions de longs moments installés dans les fauteuils en cuir, devant un chocolat ou un thé à la menthe, à parler, à échanger, à rêver. Omar était étudiant. Il voulait plus tard être enseignant et aussi écrire. Il me parlait de Balzac et de Camus. C'est lui et M. Chambertin, donc Chambertin c'était un instituteur de Genève, qui m'ont fait lire Camus. Avec Omar, un monde inconnu s'ouvrait à moi, prenait forme. Du soleil, de la lumière, mais tant d'incertitudes aussi, de questionnements. Zola écoutait très attentive. Et puis Omar et moi avons eu de nombreux moments sans Zola, toujours dans le même salon et presque toujours à la même place. Un jour, il prit ma main dans la sienne. Plus tard, il m'embrassa sur la joue en se serrant plus près de moi. De longs moments de silence meublaient nos rencontres, mais un silence agréable qui nous rapprochait. Puis un jour, me regardant dans les yeux, après m'avoir parlé de la vie de Rimbaud, il me déclara qu'il m'aimait, qu'il voulait, quand nos études seraient terminées, se marier avec moi. Bien sûr, ce ne serait pas facile. Moi française, lui non, nos familles et tout le reste. Nous irions vivre à Alger ou à Oran, des grandes villes, des villes au bord de la mer. Nous tenions toujours nos sentiments et nos rencontres secrètes. Personne ne devait savoir pour le moment. Ce que je n'osais lui dire de vive voix, je le lui écrivais. Et Zola, notre gentil complice, servait de facteur. Je verrai toujours les regards joyeux et malicieux et le petit sourire amusé de Zola quand, devant le garage Citroën, alors garage Citroën, pour ceux qui connaissent Constantine, c'est un monument historique qui a été juste un petit chouïa détruit quand on a voulu faire le palais de... Bon, le garage Citroën a été le 3e garage Citroën construit au monde. Hein, et tous les Constantinois, le garage Citroën, c'est sacré. Le garage Citroën, notre lieu de rendez-vous. Elle sortait de son sac une enveloppe blanche et me la tendait en me disant « Il y a du courrier pour vous, mademoiselle. Expéditeur inconnu. Vous le prenez quand même ?» Et l'expéditeur demande s'il y a une réponse. Et nous tombions dans les bras l'une de l'autre en riant. Et les jours passaient. Oui, il me promettait, il irait bientôt voir mes parents. On ne pouvait plus se cacher. J'étais heureuse et en même temps très angoissée. Que se passerait-il quand Omar prendrait la décision de... Je n'accompagnais plus mes frères au match de foot. J'attendais, lisant et relisant les lettres d'Omar,
caché dans un classeur orné d'une étiquette, corrigé de dissertation. Personne ne viendrait fourfouiller par là. Puis, la bombe éclata. Je tombais dans une embuscade préparée et mise en œuvre par mes parents pour mon bien et mon bonheur. L'arrivée d'Antoine. Donc Antoine, le commissaire de police. Que pouvais-je faire? Crier, hurler, tout dire, m'enfuir? Mais où? Une fin d'après-midi, je retrouvais Zola à notre lieu de rendez-vous. Je fondis en larmes dans ses bras et lui fis part de ce qui arrivait. Elle devient toute blanche, n'osant dire un mot, me serrant contre elle. Au bout d'un moment, elle se recula, m'embrassa tendrement et s'en alla, à grands pas, sans se retourner. Je me suis donc marié. Ou plus justement, j'ai été marié à Antoine. Je suis venu habiter ici. Je t'en ai parlé, Fatma. 2 jours avant que tu ne viennes pour la première fois chez moi, un enfant est venu frapper à la porte. Et avec un grand sourire, il m'a dit « C'est toi, Madame Michaud ?»« Oui, c'est pour toi. » Et il m'a tendu une enveloppe et s'en est allé en courant. Fatma, cette lettre, je la connais par cœur. Alors voilà la lettre. Geneviève, je suis de passage à Constantine pour très peu de temps. Je tenais à te dire que bien sûr, ma peine a été énorme. Zola en a été témoin, et que cette peine demeure en moi. Longtemps, je me suis reproché mon incapacité à bouger, à prendre une décision. Nous étions en train de construire un beau rêve, et je pensais que rien ne pourrait venir le troubler, encore moins l'effacer. Le temps ne comptait pas. Tu étais là, c'était l'essentiel. Nous avions la vie devant nous. Puis, tout s'est écroulé devant moi. Il fallait que je réagisse, que je bouge. Combien de fois je suis passé sur le pont Sidi Cid, avec l'envie de rejoindre le Rimel tout en bas. Je ne l'ai pas fait. J'ai fui. Je suis parti en France pour suivre mes études à la Sorbonne, puis je suis allé en Tunisie, peu de temps. Geneviève ne me juge pas. Mais t'ayant perdu, je n'avais plus rien à perdre. Je suis dans les montagnes, tu comprendras. Ce n'est pas contre toi ni les Français, c'est contre ce système. Que sera demain pour toi, pour moi, si la mort m'épargne? Je ne sais pas vraiment. Geneviève, je devais te dire ces choses. Je n'oublie pas, je ne te dirai jamais. Je t'embrasse. Voilà, c'était les amours contrariés d'un jeune Algérien d'une ville. Donc voilà. 4, 5, 6, parole au Et bien public. maintenant, voilà. Donc si vous avez des questions à poser sur le livre ou sur autre chose, n'hésitez pas. Vous avez commencé l'écriture du livre en ayant la structure en tête, à savoir que vous écririez pour Geneviève et que vous écririez pour Fatma. Vous étiez quand même répartis le travail de la sorte. Oui. Ça n'a pas été une divagation. Non. Chacun, comme l'a dit Haussmann, chacun d'entre nous a puisé dans les faits réels de nos familles respectives. Donc effectivement, Genève pour moi et Fatma pour Haussmann. C'était aussi une aventure parce que dès le départ, j'arrivais avec l'histoire. J'avais expliqué ça tout à l'heure un petit peu, mais à Armand, je lui ai dit, mais tiens, l'histoire du couffin dans la maison de l'inspecteur, là, on doit la voir. L'histoire des drapeaux, on doit la voir. Mais la surprise, c'était que, par exemple, des petites choses, quand je lui dis, mais j'arrive et moi, je n'avais aucune idée sur du personnage de la femme de l'inspecteur. Et la surprise, c'est de découvrir que l'inspecteur s'appelle Antoine. Moi, j'avais l'histoire, mais je ne connaissais pas. Et il me dit, mais il s'appelle Antoine. Je ne pouvais rien faire, moi. Ok, Antoine. Sa femme s'appelle Geneviève. Ok, mais je m'adapte. Geneviève, c'est difficile. Mais bon, je triche un petit peu puisque ça se transforme en Genève. Mais c'est ça, c'est une aventure aussi parce qu'on se retrouve avec des éléments auxquels on n'aurait jamais pensé soi-même et on doit fonctionner avec. J'ai eu une difficulté peut-être de plus par rapport à toi, c'est que comme lui il avait tout fait, terminé, mis de côté,
à la fin, moi, quand j'ai terminé, je me retrouve avec les deux. Et donc, je devais faire chapitre par chapitre et veiller à ce qu'il n'y ait pas à ce que ce soit cohérent. Ça m'a tué. D'ailleurs, mon épouse ne me parlait plus puisque j'ai trouvé l'astuce. Alors, j'ai téléchargé tout en PDF, j'ai transformé en PDF avec un logiciel. Je mettais le logiciel et ça tournait toute la nuit. Moi, je dormais et elle entendait. Mais dégage le salon! Et donc je réécoutais, je faisais du sport en réécoutant et je repérais. Ici, non, mais c'est incohérent. Et ça m'a. Et donc je renvoyais à Armand pour lui dire ici, ça fonctionne pas trop, il faudrait peut-être que tu rajoutes ça, que tu modifies ici. Donc c'était l'épreuve, la véritable épreuve de. C'est un montage. C'est. Ah ouais, c'est la question que je voulais poser. Eh ben. Sois rapide la première fois. Non, mais pour la structure, on avait ça dès le départ. On s'était mis d'accord sur quelques événements, mais c'est surtout la surprise de lire des choses. Et puis, il y a des émotions. Par moment, moi, j'ai eu des moments où je découvrais le texte d'Armand et je pleurais. Parce que j'étais vraiment surpris par ce qui s'est passé. Et voilà, je me disais, ok, l'histoire démarre de ce qu'a vécu ma grand-mère, mais être surpris parce que l'autre pouvait raconter de ta grand-mère, c'est ça en fait. Et voilà, ça c'était véritablement l'aventure de l'écriture. Entre écriture d'une aventure et l'aventure de l'écriture. C'est un robe grillé. Mais là, ce qui est intéressant, c'est le respect des mémoires. Le respect des mémoires que le fait de travailler comme ça, en fait, il y a des mémoires. Tu parlais de culture, mais en fait, c'est des mémoires différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu qu'elles s'entrechoquent, elles s'entremêlent. Et finalement, quand ce que vous disiez, on est resté à l'échelle humaine, ben finalement ça fonctionne, quoi. Franchement, moi, de ce que j'ai pu lire, enfin, on est embarqué, on passe de l'un à l'autre, c'est vrai. On sent bien qu'il y a eu du ciselage, là, c'est chapeau, hein, franchement, chapeau, il fallait le faire. Non, c'est pas, franchement, il fallait le faire. Et voilà, c'est une mémoire qui, au lieu de s'entrechoquer, ben voilà, se mêlent et on écoute là, on écoute longtemps, on s'accompagne. Ouais, faut que ça continue, ça, il faut que ça se multiplie. Oui. C'est pas gagné. Mais en tout cas, voilà, celle-là, c'est des choses sur lesquelles il y a deux auteurs, peut-être que c'est même disponible ici. Il y a Jamil Rahmani et Michel Canesi qui ont écrit un superbe livre. C'est Jamil. Jamil Rahmani et Michel Canesi, qui sont les deux médecins, qui ont écrit Alger sans Mozart. C'est un roman à 4 mains excellent. Et j'avais eu la chance de diriger une petite recherche de master sur ça. Et quand on dirige un master, on est obligé de lire. C'était un pavé, mais j'ai lu. Et j'ai trouvé excellent comment ça a fonctionné. Et c'est ce qui m'avait aussi encouragé à proposer le projet à Armand. Okay. Et Michel Canesi et Jamil Rahmani ils ont écrit 4 romans à 4 mains. 2 âges, je crois. Siamoise et le dernier, Ultime. Oui. Ultime quelque chose. Ça va me revenir. Mais ils produisent encore. Et ils font de l'excellent travail. Voilà, pour dire aussi que oui, c'est pas. Enfin, entre Français et Algériens, il y a quelques productions aussi. Il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas énormément, c'est vrai. Et surtout dans l'état d'esprit, vous l'avez fait, ça c'est important. Ça. Oui, non. Vas-y.
Non, je voulais juste rajouter un truc qui n'est pas en lien direct, mais parce qu'il y a la dernière lettre que Geneviève envoie à Fatma, bon, qui parle d'elle-même, je vous laisserai la découvrir. Moi, ce que je voulais rajouter, qui est en filigrane quand même là-dedans, surtout sur la fin, c'est comment. Alors, je précisais que mes parents ont quitté l'Algérie moins d'un an avant l'indépendance parce que menacés par l'OAS. Alors pourquoi ils étaient menacés par l'OAS? Mes parents, instituteurs, alors n'ont jamais, à part un an à Alger, ont toujours été dans le bled un peu partout. Hein. Et les 4 dernières années de leur travail là-bas, ils sont rentrés dans ce qui s'appelait les centres sociaux. Les centres sociaux, il n'y a plus de traces en Algérie, il n'y a plus d'archives, il n'y a plus de Et pour la petite histoire, si mon père n'était pas rentré en France à ce moment-là, il serait sur la liste des gens fusillés par l'OAS, parce qu'il devait participer normalement à cette réunion. Bon. Donc c'est pour ça, alors, les centres sociaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était quand même une structure créée par Germaine Tillon, ethnologue, qui avait demandé au gouvernement français de monter ces structures-là. Leurs objectifs, leur travail, c'était beaucoup comment dirais-je, d'alphabétisation pour les adultes et les enfants, des soins médicaux, les vaccins, les quelques épidémies qu'il y avait là, énormément de formation professionnelle, des trucs administratifs, etc. Alors, donc nous, quand Haussmann parlait des déchirures, bon, lui il a parlé de ce qui lui arrivait en jouant au foot, hein, qui brutalement... Bon, d'abord il y a plein d'artistes et d'écrivains pour qui le point de départ c'est une déchirure ou une cassure, qu'elle soit physique, psychologique, peu importe. Bon, moi effectivement j'ai eu ces 2 déchirures-là. La première, encore enfant, quand mes parents ont été obligés de quitter l'école qui était Antique-Cabini, Anti-Mengache. J'avais mes copains, mes copines, et où je découvrais la vie. Il y a ça aussi, découvrir la vie. Et la deuxième, ça a été le départ Belfort-Sahara. Mais moi, je ne peux gommer de ma mémoire 2 choses. Alors, en ce qui me concerne, moi, arrivé, mes parents ont été nommés instituteurs dans le nord je vais y arriver, à Vauxhall-sur-Aube. C'était un tout petit bled, et il y avait 3 classes aussi. Bon. Et moi, je me suis retrouvé interne au lycée à Châtillon-sur-Seine. Enfin, Vauxhall, c'est à côté de Châtillon. Je dois dire que j'ai passé les 2 premiers trimestres de l'année scolaire à me battre avec mes copains. Parce que le truc, hein, l'indépendance 54, là c'était 54, 62, 63, j'ai reculé un peu, 62, 63. Bon, à me battre avec eux. Pourquoi? Alors d'abord ça a commencé, après on arrêtera. J'ai été interne, puisque l'école était le village il y a 30 km de Châtillon, j'étais interne. Alors, rituel de rentrée scolaire pour les internes du lycée, on arrive le dimanche soir, parce que la rentrée c'était le lundi, pour qu'on fasse l'appel, on distribue nos chambres, enfin nos dortoirs, etc. Et ma mère avait cru bien faire en me disant, bon, je vais quand même lui acheter des vêtements neufs pour que... Et elle m'avait acheté un short en velours qui arrivait au genou, une chemise, j'avais des soquettes et des sandales. Sauf que le problème, c'est que quand je suis rentré dans la cour, tout le monde s'est foutu de ma gueule parce que j'étais le seul qui était habillé comme ça. Les autres, ils avaient des pantalons longs, ils n'avaient pas de sandales. Ça a commencé comme ça. Bon. Et pendant 2 trimestres, toutes les récréations et les entrées au dortoir,
la bagarre. Parce qu'on me rendait. Alors, bon, bien sûr, ils avaient vu au départ, je l'ai perdu, mais j'avais quand même un peu l'accent pied noir. Les L, les O, tout ça, bon, hein, un peu. Donc, ils avaient repéré. Et c'était donc à cause des gens comme moi, riches colons qui gagnaient du pognon partout, etc. Alors pour les uns, c'était leur cousin qui était mort pendant la guerre, pour les autres, c'était leur frère. Bon. Donc ça a été comme ça. Et il y a eu l'histoire de mes parents, mon père et ma mère. Ma mère, quand il a fallu qu'elle trouve un poste d'institutrice en France, l'inspection académique a remis en cause avec beaucoup de doutes le fait qu'elle soit vraiment institutrice. Est-ce que vraiment elle avait eu les diplômes là? Est-ce qu'elle était formée? Bon. Et mon père, alors lui, il a fait ce qui a été considéré comme une erreur pédagogique. Le village où il y avait l'école était un petit village, tout petit village, et c'est ce qu'il y avait là. Les gens qui habitaient là, soit ils étaient ouvriers forestiers, soit la laiterie Rouille d'Or qui faisait le fromage Rouille d'Or. Ils n'avaient aucun autre avenir. Bon. Et mon père a récupéré la classe des certificats CM2 et certificats d'études. Et venant d'Algérie, où il avait milité, il avait été enseignant, il avait milité, mes parents les deux, énormément dans les mouvements d'éducation populaire. Quand il s'est rendu compte de quoi vivait le village, comment vivait, quel était l'avenir des gamins, etc., il a modifié ses méthodes pédagogiques. Donc on faisait du français du calcul, il faisait du français du calcul avec quoi? Avec par exemple un bulletin de salaire. Retenu de 5% sortant, à vous de calculer. En se disant, au moins quand ils vont aller bosser, ils sauront. Bon. Et le français, le matin. Et puis, comme ça devait arriver, il a été inspecté en cours d'année, et l'inspecteur lui a fait un rapport que c'était quoi ces méthodes d'enseignement-là, c'était quoi. Et c'est comme ça que mon père a quitté l'enseignement pour rentrer au ministère de la Jeunesse et des Sports pour s'occuper de l'éducation populaire. Mais pour revenir au départ, ce tiraillement et la façon dont les pieds noirs, beaucoup de pieds noirs ont été. Alors là aussi, hein, on n'en parle pas trop que ça se sache. Et oui. D'autres, oui. Oui, c'est Constantine qui vous réunit. Pardon? C'est Constantine qui vous réunit tous les deux. Tous les deux? Oui. Ben oui, parce qu'on s'est connus là-bas. Bon, mais est-ce que vous auriez pu situer votre roman ailleurs que Constantine, dans une autre ville, ou bien en quoi est-ce que Constantine pèse globalement dans votre écriture? Ben, pour moi, c'est mon histoire familiale. Oui, c'est bien. Non, mais c'est important. Oui, mais quand on écrit, on s'inspire à la fois de son histoire et on s'en détache. Oui, mais il y a des faits. Donc vous auriez pu, j'allais dire, situer ça, je ne sais pas, à Gardaïa. Non, il y a des faits très. Il y a d'abord ce qu'est Constantine, les gorges du Rumel, c'est de rochers. Ouais, bon, ça, il n'y a pas. Bon. Après, il y avait gamin, alors mes parents, j'ai un frère, nous amenaient chez mes grands-parents à Constantine pendant les vacances scolaires, sauf l'été, où nous allions à côté de Marseille, parce que mon père était lui originaire de Marseille. Bon. Donc ma grand-mère m'emmenait faire des commissions, rue de France, etc., etc. Donc pour moi, gamin, j'avais le contact avec les rues, avec les gens, avec les commerçants. En plus, les commerçants, beaucoup me parlaient parce qu'ils connaissaient ma grand-mère. Bon, il y avait des commerçants de toute origine, toute nationalité. Hein, c'était bon. Après, il y avait ce dont j'ai été témoin gamin, par exemple, c'était les discussions par rapport à Constantine de ma grand-mère, pendant les vacances où j'étais chez elle, ma grand-mère et ses copines, Khadija et d'autres, qui venaient discuter avec elle. Et puis une scène, moi,
que j'oublierai jamais parce qu'elle était assez chouette. Et ça s'est passé dans peu d'autres villes. La rue Bienfait à l'époque, alors plus aujourd'hui, hein, c'est fini, mais à l'époque, la rue Bienfait, comme je le disais tout à l'heure, il y avait bien d'origines différentes. Bon. Et il y avait un rituel que tout le monde appliquait, c'était que les mamans ou les ménés commençaient par faire le ménage dans leur maison. Et quand c'était fini, alors là c'était tout à peu près pareil, hein, avec des blouses, avec un foulard, et quand elles avaient fini, elles allaient, alors ça pourrait encore se faire aujourd'hui, ça, elles allaient balayer tout et nettoyer le morceau de trottoir qui était devant l'entrée de la maison. Donc ce qui fait que la rue Bienfait, elle était propre. N'importe quel jour, c'était toujours propre. Il n'y avait pas des morceaux de trucs dans les caniveaux, etc., etc. Et après, ces dames-là, une fois qu'elles avaient fait ça, appuyées sur le frottoir, comme ça, en haut des 3 marches, elles parlaient entre elles. Et là, il y avait les langues qui se mélangeaient, et elle parlait de Constantine. Ah, tu as vu tel truc là, tel truc. Donc pour moi Constantine, c'est un truc qui est... Et quand je suis retourné en Algérie, là où j'ai atterri à Constantine, bien sûr. Moi, j'aurais jamais pu écrire cette histoire-là si elle ne s'était pas déroulée à Constantine. Impossible. Parce que carrément, Constantine est un personnage. Oui. La ville, elle est très très présente. Elle est là, on la sent. On sent qu'elle est présente, elle pèse par sa présence, Constantine. Les rues, on sent les odeurs. Quand on fait même le voyage avec Fatma, quand elle part de l'Khroub et qu'elle vient à Faubourg Lamy, quand elle s'installe dans un gourbi, quand elle essaie de regarder du gourbi, elle essaie de voir la Soum'a de loin. Donc, moi, j'aurais jamais pu terminer ce projet-là si ça ne se déroulait pas à Constantine. Impossible. Donc, pour moi, que l'histoire se déroule à Constantine, c'était aussi une grande motivation. Ville que je connais. Et puis, moi, je m'étais baladé là. Je connais les gorges, donc à Ravdaïa, non. Ni à Genève, hein, j'aurais pu. Excusez-moi, je tiens à exprimer mon remerciement pour le très très grand plaisir que j'ai pris à votre lecture, après avoir pris plaisir à la lecture du livre. Hein? Et ça remue beaucoup de choses parce que j'étais jeune, je suis née en 1940. Donc la guerre d'Algérie, je l'ai connue par mes cousins qui se sont trouvés, on va dire, et puis par mes camarades de classe. Donc tout ce que je peux dire, c'était, quand je les rencontrais, c'était motus et bouche cousue. Il y avait énormément de jeunes traumatisés. Quand ils rentraient dans leur famille, s'ils avaient une permission, ils ne pouvaient absolument pas parler. Et puis j'ai connu, quand j'étais étudiante aussi, c'était en 62, à l'université, les gardes de nuit dans certains locaux, parce qu'on avait peur de l'OS. Ouais. Bon. La diversité des origines culturelles m'ont toujours beaucoup intéressé. Un détail infime, le soldat, l'appelé du régiment, qui soigne la petite Salima. Salima, oui. Albert qui soigne la Il dit Salima. qu'il est d'Orléans. Hasard. Et ensuite, Genève elle-même rencontre quelqu'un où elle fait une étape de son acclimatation en France, dans le secteur d'Orléans. Quel hasard! Vous parcourez la France avec ce bouquin? Oui. Mais lui, il reprend parce que si c'était mes parties, moi quand je recevais ces parties, je voyais qu'il parlait d'Aix-en-Provence parce que qui est d'Aix? Côté de mon père. Donc il y a Aix qui
qui est là, il y a la Corse qui est là, et c'est vrai qu'il puise aussi dans... Aix, elle revient à 2 reprises, peut-être dans le texte. Et si c'était à moi j'aurais varié, j'aurais mis Nantes ou je sais pas moi, même s'il pleut beaucoup à Nantes, mais bon, on n'est pas épargné là. Mais j'aurais varié. Mais c'est vrai que là, je pouvais pas toucher. J'aurais pu dire, bah, il parle d'Aix là et il reparle d'Aix. Mais c'est comme ça, parce que c'est peut-être Proust dirait son moi profond qui parlait. C'est-à-dire que quand il écrit, c'est le moi profond qui s'exprime et qui fait ressortir Aix et Orléans. Il ne pouvait pas parce que c'est Dijon aussi. Et ça aussi, ça fait partie de ton parcours. Moi, Constantine, c'est bon, j'ai pas beaucoup voyagé, c'est sympa. Non, parce que pour en revenir à Aix, Ça aurait pu être édité à Rodez chez Suberville. Hein. L'édition, c'est très compliqué. Moi, on voulait impérativement que ce livre soit édité à Constantine. Parce qu'on se disait, mais 2 Constantinois qui écrivent un livre qui se déroule à Constantine et que les personnages sont constantinois, les lecteurs doivent être constantinois aussi, mais on n'a pas pu convaincre d'éditeurs ni à Constantine ni en Algérie. J'aurais souhaité aussi préciser que ce document est précieux par rapport à l'histoire des femmes. Quelle était la condition des femmes, y compris en France, dans diverses sociétés. Et j'ai retrouvé par exemple dans le destin de Genève certaines similitudes avec le destin de jeunes filles ici, dans les années 50 et 60. Donc il y a quelque chose d'universel. Vous vous rendez compte, on est en train de révolutionner quelque chose. Le prénom Genève, on va le rencontrer désormais. Ça, c'est génial. En même temps, Geneviève va disparaître, mais bon, c'est le progrès de la langue. C'est formidable. Oui, alors pour revenir sur Aix, comme je le disais, ma mère et ses parents sont nés à Constantine, donc ça remonte loin. Mon père, lui, est né à Marseille, et mon père a perdu ses parents très jeune, il avait 5-6 ans. Ce sont ses grands-parents qui l'ont élevé. Pour la petite histoire, si je fais de la photo, c'est parce que mon arrière-grand-père paternel était peintre, artiste peintre et photographe. Mais, alors mon père, comment il est arrivé en Algérie? C'est là qu'on voit les trucs de culture. Mon père était donc orphelin, élevé par ses grands-parents. Mon arrière-grand-mère, donc, était comme les autres, sachant tout juste lire et écrire, sauf que son mari l'avait obligé à apprendre à dessiner parce qu'elle retouchait les négatifs photos. Bon, mais voilà. Et donc mon père, il y avait des études à payer. Artiste peintre, ça rapportait pas beaucoup d'argent. Sa grand-mère, femme au foyer, bon. Et un jour, comme beaucoup d'étudiants à l'époque et encore aujourd'hui, il trouve un boulot pour l'été dans une fonderie à côté de Marseille. Bon. Et puis, à la fin de ces 2 mois de travail dans la fonderie, il rentre chez ses grands-parents, donc il rentre chez lui, et là la grand-mère lui fait, alors c'est mon père qui me l'a raconté, hein, sa grand-mère lui fait « Eh, dis donc Raymond, t'as rencontré le directeur de l'usine ?» Alors mon père lui dit « Attends, le directeur de l'usine, moi je suis avec les apprentis, on est en bas, le directeur il est tout là-haut, nous on voit le chef d'équipe, c'est tout. » Ah, tu sais, c'est dommage, hein, parce que je connais bien le directeur et sa femme, et tu sais pas, ils ont une fille à marier. Tu te marierais avec elle, tu finis tes études, tu deviens directeur de l'usine. Mon père terminait ses études à ce moment-là, et fou furieux, alors il avait vu ni le directeur, ni sa fille, ni il connaissait rien, hein. Fou furieux, il a foncé à l'administration de l'éducation nationale en disant voilà, j'ai tel diplôme, est-ce qu'avec ça je pourrais être enseignant, instituteur? Alors le mec qui s'occupe de lui dit oui, mais
à condition de faire une formation à l'école normale avant. Mon père n'a pas de problème. Ah ben, oui, monsieur, oui, vous voulez aller. Et mon père dit, moi, je veux aller loin de Marseille. Alors, il cherche. Il dit, ben, on a dans la banlieue de Lyon, là. Mon père dit, non, 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 c'est pas si loin. C'est froid. Il dit, vous savez, ça va pas vous plaire, mais on a Lille. Il fait froid là. Mon père dit, non, non, c'est pas assez loin. Ben, attendez, vous voulez aller. Mon père lui dit, loin. Alors, le gars, il ouvre un autre registre. Il feuillette. Il dit, l'Algérie, ça vous irait? Mon père dit, ben oui. Alors, mon père, comme 90%, ça aussi on ne dit pas, parce qu'on retrouve les problèmes avec les appelés pendant la guerre d'Algérie. Mon père, comme 90%, à part situer l'Algérie sur une carte de géographie, il n'y connaissait rien à l'Algérie. Mais dans sa tête, bon, c'est assez loin de Marseille, c'est bon. Alors le gars dit, si l'Algérie ça vous va, attendez. Ah ben là j'ai un truc, ça s'appelle Kenchela. Et mon père lui dit, c'est bon. Donc c'est comme ça que mon père a fait une formation à l'école normale de Buzarea quand il est arrivé. Et puis Kenchela, et puis le hasard, il a rencontré ma mère qui était déjà institutrice. Et les vacances d'été, donc pour finir là-dessus, alors mes parents étaient dans les milieux de l'éducation populaire, donc les vacances d'été, on allait chez mes arrière-grands-parents qui avaient un local entre Aix et Marseille, et mes parents allaient faire animer des stages au travers de toute la France. Et moi de la France, mais alors ma mère elle en connaissait un petit peu parce qu'elle faisait des stages d'éducation populaire, mais moi je connaissais Marseille, Aix-en-Provence. Tout ce que je connaissais. Et ça a été très drôle parce qu'en petite Kabylie, le gardien de l'école, donc petit bourg, un très très petit bourg, 3 classes, bon, gardien de l'école, monsieur. Son nom m'échappe, ça me reviendra, peu importe. Il avait fait sa carrière en France comme chauffeur de bus à la RATP. Et à la retraite, il était rentré à Timangache. Et là, souvent, on était après l'école, on était assis sur le muret de pierre qui existe toujours. Il me regardait comme ça. Tu connais Paris? Non. Et tu connais pas le quartier latin? Qu'est-ce que c'était ce truc-là? Ouais, non. Alors tu connais la Tour Eiffel? Oh, non. Alors là, le pauvre, il est démonté comme ça. Et c'était la réalité. C'est-à-dire que là aussi, quand mes parents sont alors, on ne peut pas dire qu'on est revenu en France, il y a ton père qui est revenu en France. Nous, on a débarqué, y compris, on ne connaissait rien. Comme d'autres. Hein. Mais voilà, c'est une vraie. Bon, j'arrête de parler parce que sinon je me tiens jusqu'à minuit. Hein. Je voudrais revenir sur ce qui a été. Pourquoi Constantine? Pour moi, ça s'est posé aussi comme pour Guy. Mais finalement, quand on lit le livre en particulier, je vais lire un peu, si vous permettez, un passage qui symbolise quand même ce que c'est que Constantine et comment les choses étaient ancrées dans Constantine. C'est à propos de Chirem. Ah oui. Oui. C'est Geneviève qui. Donc c'est toi qui écris. Ils ont tué Chiremon, Ces cris, ces hurlements remplissent tout l'espace, tous les quartiers, toutes les rues. Même ici, poussés par des hommes jeunes et vieux, des femmes jeunes et vieilles, toute communauté réunie. Nous sommes le 23 juin, et ces cris de douleur, de colère, d'indignation résonnent dans la céleste, bien plus fort que ces minables coups rythmés frappés ici et là sur des casseroles ou des marmites à l'aide de grosses cuillères en bois depuis quelques mois. Tac, 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 Algérie française. Oui, ils ont tué Chiremon. Une célébrité certes, mais surtout un symbole. Un symbole de Constantine, mais aussi de l'Algérie. Constantine, cette ville millénaire dans laquelle,
au fil du temps et de l'histoire, se sont mêlées origines et religions diverses, où elles se sont ouvertes les unes aux autres, ont mêlé leur culture, leur savoir, leurs arts. Oui, et hier, ils ont tué chez Raymond, juif, fils d'une chrétienne, maître de la musique arabo-andalouse, qui chantait en arabe dans les concerts, les fêtes de mariage, ils ont tué chez Raymond. Mais qui il? Qui il? Et le saura-t-on un jour, chacun écrivant l'histoire selon ses vues, ses intérêts, ses rumeurs les plus diverses circulent. Les rumeurs les plus diverses circulent. Il, ce pourrait être le FLN, mais le FLN rejette cette accusation et désigne le Mossad, qui ne dit rien. D'autres encore désignent un musicien jaloux. Chez Raymond, assassiné d'un coup de revolver muni d'un silencieux, coup de feu silencieux, anonyme, et couleur et douleur des communautés. Que dire après ce drame? Quelle leçon en tirer? Voilà, ça pouvait se passer comme Constantine. Les deux, allez-y. Non, pardon. J'ai une petite question sur votre éditeur. Vous n'avez pas eu de regard sur. Vous parlez de l'entrelacement de l'écriture, votre difficulté à entrelacer les chapitres. Vous n'avez pas eu de regard de votre éditeur finalement Ah, c'est toi qui as eu l'éditeur. Hein. L'édition, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Que ce soit en Algérie ou en France, hein. Il faut avoir beaucoup de chance et il faut avoir des réseaux. La chance, c'est que peut-être pour ces... Alors je ne sais pas si vous connaissez un petit peu comment ça se passe, mais quand on a un manuscrit, donc on essaie de passer par des éditeurs, par le moyen classique. Donc on envoie un tas d'éditeurs, croise les doigts, et généralement on reçoit des lettres de refus qu'on collectionne. Donc malgré la qualité de votre... bon. Et ça on classe. Et sinon, donc on essaie de passer par les réseaux, et moi j'ai eu la chance de... Je connais un écrivain, et puis quelqu'un qui m'avait encadré quand j'avais fait un master ici en France il y a quelques années, qui connaissait un éditeur, qui m'a dit, bon, ton travail me plaît, j'aime beaucoup, je vais le mettre sur la table de l'éditeur. Voilà, ça se passe comme ça. Parce qu'il y a plein, je sais pas, si je prends moi un Gallimard c'est 400-500 manuscrits jour. Et quand on a ces manuscrits-là, donc on doit les donner à des lecteurs. C'est des étudiants, des retraités. Mais parfois, c'est des étudiants qui vont lire votre livre. Vous avez consacré beaucoup de temps, et c'est peut-être, vous l'avez écrit, c'est dans votre chair. Et lui, Genève, bon, allez, il aurait pu faire ça, hein. Genève, c'est quoi? C'est nul. Oh. Et il met un an, et le livre n'est jamais édité. Et si votre travail est apprécié par quelqu'un, et si vous pouvez le mettre sur la table de l'éditeur, c'est ça la chance. Donc pour le retour de l'éditeur, donc comme il l'a reçu sur la table, donc il était un petit peu influencé, puisque Thierry Poyer lui en a parlé, il lui a dit mais j'aime bien, c'est pas mal, et Thierry est professeur des universités, spécialiste de littérature. Donc c'est comme ça qu'on a réussi à éditer. L'éditeur à ce moment-là, donc il a imposé son titre, parce que je juge aussi qu'il visait ce qu'on appelle les nostalgiques. Balancer un Constantine comme ça sur la couverture, à Constantine, donc ça faisait rêver. Donc il a imposé son titre. On n'était pas en position de force, on n'avait pas d'éditeur. Et pour nous, il fallait que ce livre sorte. Et on voulait le sortir pour le 60e anniversaire, en 2022, mais c'est sorti un an plus tard, donc le timing n'était pas bon. Après, il y a eu les épreuves de correction, et c'est tout, mais rien sur le contenu. Mais vous aviez un autre titre en tête? Oui, de Fatma à Genève.